Salut tout le monde, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. Nouvelle semaine de saison régulière dans le rétroviseur. Ça va être l'occasion d'en parler, de faire le petit point et de se projeter sur la semaine qui arrive. Le petit podcast habituel hebdomadaire avec Yannick. Salut Yannick. Salut Chris, salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez bien en ce début décembre, semaine post conseil de classe. On remet les compteurs à zéro et c'est toujours top quoi. Conseil de classe, toujours d'actualité, j'ai envie de dire. Vous pouvez aller l'écouter, le réécouter. On a été avec Maxime, le rédac chef de The Playoff, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous dans cette émission-là. Bon gros morceau d'émission, donc voilà, si vous n'avez peut-être pas tout écouté ou vous voulez réécouter certaines équipes, n'hésitez pas. Comme tous les autres podcasts, il y a la chronique d'Eliott aussi que vous retrouvez la semaine dernière et qu'on retrouvera la semaine prochaine. Là, on va être en tête-à-tête avec Yannick pour un épisode un petit peu plus traditionnel, hein, comme on fait depuis le début de la saison, mais on espère tout aussi qualitatif et qui va vous plaire, j'espère. Ouais. Il n'y a pas de raison. On va attaquer tout de suite, on va pas perdre de temps, on a pas mal de petits points à aborder, Yannick, et on va commencer avec notre récap express, évidemment, le petit tour d'horizon de différents éléments qui sont déroulés la semaine dernière. Hein. On sait que la NBA, tous les soirs, il y a des matchs, et donc on oublie rapidement ce qui s'est passé dans les jours précédents. C'est bien de revenir un petit peu sur deux, trois faits marquants. Alors, le fait marquant peut-être de cette semaine en particulier tourne autour d'un certain LeBron James et tourne autour de la fin de cette fameuse série de matchs à 10 points ou plus qui s'est terminée là, c'était dans le match contre Toronto, la victoire à l'arraché contre cette belle équipe des Raptors. 1297 matchs de LeBron James où il a scoré au moins 10 points, donc 1297 matchs enchaînés, vous avez bien compris, de toute façon vous avez l'info si vous nous écoutez régulièrement. Le deuxième derrière ça, c'était un certain Michael Jordan, autre époque, 866 matchs, Karim Abdul-Jabbar à 787, Karl Malone, Kevin Durant, etc., mais qui sont très 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 loin derrière tout ça. Ouais. Fin d'une série. Alors, on pourrait juste s'arrêter à se dire, bon, bah, c'est une série comme une autre, ok, mais c'est quand même un record qui sera difficilement, voire impossible à toucher, et au-delà du record, ça montre quand même si on sait, toi Yannick, t'es pas le supporter numéro 1 de LeBron, ça montre une longévité et un sérieux, un professionnalisme, mais tu vois, tous les soirs, ou en tout cas depuis 1297 matchs, il avait toujours cette régularité au scoring qui quand même force le respect en quelque sorte. Ouais, c'est ça, c'est la longévité surtout. Après, les 10 points, quand t'es à ce niveau enfin, il marque 10 points, c'est l'équivalent de 5 points en Betclic Elite, tu vois. C'est tellement porte ouverte que, moi, c'est plus la longévité qui me parle, plutôt que ça. C'est surtout que, tu vois, ça veut dire qu'il est jamais sorti en début de match sur une blessure musculaire, sur un truc comme ça. On sait que c'est un grand professionnel qui fait très attention à lui. On sait qu'il arrive quasiment 4-5 heures avant le match à la salle, qui prend beaucoup soin de son corps. Voilà. Après, gars, il revient d'une blessure. Il est pas tout jeune. C'est normal. Voilà. Après, j'ai pas aimé. Ah oui, mais il n'a pas pensé à son record. Il a fait la passe à Hachimura. Bah encore heureux, putain. Le but du jeu du basket, c'est de gagner, quoi. C'était magnifique. Bah, du coup, passe décisive. Je ne suis pas Rui Hachimura. Tu n'es pas LeBron James, mais tu me l'as fait quand même la passe. C'était vers là que je voulais t'emmener, au-delà du chiffre du record. C'était en fait il n'y a pas eu de débat ou de polémique, mais il y a eu quelques trucs comme ça qui sont sortis sur les réseaux. On va pas y prêter grande importance, mais voilà, toi, tu trouves ça normal et donc on va dire sage entre guillemets et professionnel de se dire bah non, je privilégie, parce qu'on sait très bien que LeBron James il a cette stat là, il le sait, et il sait très bien qu'à ce moment-là du match il est à 8 points. Non, mais il le sait, tu vois, c'est un robot ce mec là, donc on est d'accord que il a pris la bonne décision de faire la passe. Donc on rappelle l'action où il a le ballon, donc on est en toute fin de match, il y a quoi, 120 partout je crois. Il entraîne la défense vers lui parce que évidemment c'est LeBron James, c'est lui qui a le ballon, il va vers le cercle et du coup il va te faire une passe un peu laser à Rui Hachimura qui est dans le corner à gauche
et qui va te planter le 3 points qui va offrir la victoire aux Lakers. En plus, alors on rappelle juste qu'il y avait, comme j'ai dit, 120 partout, donc il n'y avait pas la pression pour Rui Hachimura, le côté il faut que je marque parce que sinon on a perdu. Si tu marques pas à prolongation, si tu marques, bah comme tu deviens un petit peu le héros du match, tu vois. Donc toi, t'es raccord sur ce côté. Heureusement qu'il n'a pas forcé sur cette dernière action, parce qu'on sait que LeBron, il aurait eu toute la capacité d'aller marquer ces fameux 2 points, soit tout de suite, soit en allant chercher des fautes, tu vois. Ouais, mais c'est tellement anecdotique. Enfin, si Non, mais tu veux, anecdotique, ok. oui et non, ça montre aussi toi, on est souvent à critiquer beaucoup. Ah, mais Ouais. LeBron, c'est un Eh ben, mec à stats, c'est un eh mec ben, à stats, écoute, tu vois. tu sais quoi, il a poursuivi sa série de matchs à plus de 8 points. Alors dans ce cas-là, tu vois. Enfin, ce genre de série, enfin, moi, enfin, c'est les trucs. Est-ce que il a pas la meilleure série de points marqués quand il a un caleçon bleu? Donc oui, oui, oui. Ok, il a marqué plus de 10 points pendant 1200, combien? 1280 et quelques matchs. 1297, ouais. Super. Voilà. Est-ce que ça lui a ramené plus de bagues? Voilà, Ah, si tu veux. même là, tu peux pas Mais mettre. non, mais ce genre de série, si tu veux, c'est anecdotique. Euh... Après, on sait que Yannick, on sait que la NBA, c'est aussi Ah oui, fait. mais Tu vois, les saisons NBA, régulières sont faites de ces histoires-là. Il faut alimenter. On sait que c'est quand même un oui, sport de stats, un sport de chiffres, et que dans la legacy des gens et dans la legacy de ces sportifs-là, alors ce sera pas le record qui sortira en premier, mais c'est ça. ça fait partie des histoires, tu vois. Oui, oui. Mais après, nous aussi, on l'alimente, tu vois. Donc, Oui, bien sûr. c'est pour ça que, oui, c'est un événement. Pour moi, c'est pas l'événement majeur. Tu vois, sur le match, c'est pas la stat que je retiens le plus, tu vois. C'est plus le 4 sur 17, 0 sur 5, mais surtout, 0 lancé franc. Ça veut dire beaucoup que LeBron James, hein, The LeBron James, n'ait pas eu un seul lancer franc à tirer. Et moi, tu vois, sur ce match, je préfère cette stat que l'arrêt de la Ok. série. Tu vois, comment ça se fait qu'un mec comme ça ait 0 lancer franc? Si tu veux, j'ai regardé à 2 fois, en fait, quand j'ai vu la stat, 0 lancer franc. Parce que euh, un jour, je t'avais raconté l'anecdote Mitch Richmond, qui est un scoreur des années des Warriors puis des Kings, puis après avait été tradé contre Chris Webber qui avait relancé les Kings. En fait, il disait mais scorer 20 points, c'est enfin tu marques 2 paniers en lancer franc par carton. Donc il disait moi pas de souci, je construis mon match comme ça. C'est-à-dire Mhm. que premier carton, je vais avoir une contre-attaque, un lay-up, enfin un dunk, 2 points. Derrière, je vais provoquer une faute, 2 lancers francs, et hop, tu récupères. Et tu fais ça à chaque carton, sachant que sur des cartons, il jouait peut-être 10 minutes, allez, peut-être pas 10 minutes, mais 9 minutes par carton, tu vois. Donc il faisait 36 minutes. Donc en fait, quand tu décomposes comme ça, tu sais que tu peux y aller. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais comment ça se fait que s'il avait vraiment cette stat, il n'a pas été chercher les fautes? Parce qu'il aura les coups de sifflet. C'est LeBron Oui, James. ah oui, ah oui. Il aura les coups de sifflet. Et en fait, c'est plus ça où, tu sais, on parlait de la strike, la strike, la strike. Mais à mon avis, je pense que surtout, il est soulagé que maintenant, on lui en parle plus, quoi. Maintenant, c'est focus titre et puis basta. Et à côté Ouais. de ça, on se passe décisif sur le match. C'est ça. Donc il a distribué. Et en fait, je te rejoins. C'est vrai que sur la fin, sur le côté, on n'en parle plus. C'est comme, rappelle-toi, quand avant qu'il passe la barre pour être le meilleur marqueur all-time, tous les soirs, on lui disait tiens, il te manque X points, il te manque X points. Une fois que c'est fait, c'est balayé, on t'en parle plus et tu passes à autre chose, tu vois. Et on l'a Ouais, vu dans sa réaction, et on va en finir là-dessus, on va pas faire 20 minutes sur ce truc-là, mais on a vu dans sa réaction, après c'est du LeBron, on connaît sa com, il la gère plutôt globalement bien, où il a dit que en fait lui ce qui comptait c'était la victoire et qu'il avait à aucun moment pensé à ce truc-là. Alors on le croit pas, mais en tout cas c'est la réponse qu'il a apportée en conférence de presse. Il était dans les vestiaires là avec les journalistes. Donc bref, voilà, il fallait qu'on en parle, ça faisait partie. Tu vois, un événement de saison régulière au mois de novembre, au mois de décembre. Voilà, tu vois, c'est un ouais, truc c'est on en ça. parle là et on aura oublié en avril, tu vois, même avant. Est-ce Mais que est-ce qu'on en aurait vraiment beaucoup plus parlé si ça avait été pendant les runs pour aller jusqu'au playoff? Beaucoup moins.
Non, mais après, voilà, on est les premiers des Voilà. fois aussi, et on le dit honnêtement aux gens, tu vois. Alors, on est les premiers à dire que des fois la saison régulière est un peu longue, que parfois c'est un petit peu plus compliqué aussi d'arriver à trouver des sujets. Alors, on parle pour nous, mais on parle même plus globalement pour la presse, hein, qui parle de sport. Faut tous les jours alimenter. Alors nous, on est un podcast hebdomadaire, mais pour ceux qui alimentent tous les jours la NBA, c'est pas tous les jours simple. T'as des moments un peu creux, donc ça fait partie des petits événements, on Ouais. va dire, qui ont marqué J'aurais- un petit peu la semaine. Autre événement. ouais, Ouais, juste, vas-y. j'aurais pas fait un breaking news comme on a fait sur Chris Paul dans la semaine, tu Non, vois, par exemple. non, 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 non. Qui a bien marché en plus, la petite breaking news. On vous remercie de nous avoir écoutés. On l'avait fait un petit peu à l'arrache avec Yannick mercredi de la semaine dernière là, Ouais. et vous avez été assez nombreux à l'écouter, donc ça c'est plutôt cool. Autre information. Alors information. Est-ce une information tout ça, mais on va en prendre un petit peu de temps pour en parler. Autour de Giannis Antetokounmpo. Donc là, on sait que le joueur des Bucks, pour le moment, euh, va être absent plusieurs semaines. Euh, Il y a aussi eu des rumeurs, ouais, 4 semaines, je crois, c'est ce que j'ai vu, 3, 4 semaines, Ouais, de 2 à à voir 4 après, il y aura, voilà, et le Duck réévaluation, tout ça. et le Duck, donc qui est bien placé, a dit on prend pas de risque De risque, ouais. et en fait on part sur 4 semaines. C'est une blessure au mollet et moi c'est embêtant en fait. La blessure au mollet est très très embêtante parce que c'est très très long à guérir et c'est une blessure qui appelle à la récidive. Hmm. Donc, Et, pen- euh, et je sais que tu allais parler là de rumeurs comme quoi il demanderait un trade. Je pense que ça va. Du coup, ça risque de refroidir certaines équipes. ok, bon bah voilà, donc je pose le truc, il y a eu des infos un petit peu avant. Alors, est-ce que c'est des infos ou pas? Je suis pas loin de penser que c'est encore une fois plus pour alimenter la sphère NBA et nourrir l'actualité NBA autour de possibles discussions pour peut-être potentiellement bouger du côté de Giannis Antetokounmpo. Je Toi, rappelle que l'outtake que j'avais fait, Yannick, avec toi, c'était qu'Yanis ne terminerait pas la saison aux Bucks. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis frotté les mains. Je me suis dit, ah tiens, ma outtake va peut-être enfin avoir lieu. Alors, on n'en est pas là, on se calme. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Cet aspect de la blessure, je suis d'accord avec toi, c'est évidemment un élément à prendre en compte, surtout sur un joueur de ce calibre-là. Il y a son contrat, il y a le fait que ce soit une superstar, il y a le fait que bah, tu bouges pas comme ça un mec aussi facilement dans un trade. C'est pas un truc que tu fais alors sauf Nico Harrison qui arrive à le faire évidemment, mais les autres general managers vont réfléchir à minima un petit peu. Que ce qu'on en pense, est-ce que voilà ça brasse un peu plus d'air qu'autre chose, ou il y a un vrai ras-le-bol du côté peut-être de Yanis, et il se rend compte en fait que cette équipe-là, bah, il va pas pouvoir faire grand-chose cette saison avec l'effectif qu'il a autour de lui, tu vois. alors, oui, clairement, il s'est rendu compte qu'il n'y a rien dans son équipe. Euh, il a plus confiance en ses dirigeants et pour service rendu, il risque de partir et il va demander formellement un trade, je pense. Sauf que là, Mhm. cette blessure le met plus en position de force. Et qui va vouloir euh, faire un trade pour Yanis. Alors, il y a des rumeurs comme quoi il veut jouer au Knicks. Alors, le problème, c'est quel package envoyer. C'est ça, exactement. Ça parle de 4, forcément, plus pas comme Dadier, le français, plus des tours de draft. Ça parle des ailiers, Nuobi, Gershon Yabusele aussi. D'ailleurs, ça pourrait lui faire du bien à Gershon. Également Michael Bridges ou Michael Bridges, enfin tu vois, des choses comme ça autour de ça. Moi je pense que l'attrait est plus du côté de Yanis que du côté des Knicks. Donc du coup, Mhm. les Knicks ont visiblement, d'après ce que disent les insiders et Shams Charania, que ce serait uniquement s'ils demandaient à être tradés chez les Knicks qui proposeraient un package. Sinon, ils vont pas être agressifs dessus. J'ai lu des choses aussi que Luka Doncic demandait aux Lakers d'être très agressif et de le faire venir aux Lakers. Oui, mais après t'as toutes les superstars. Je pense que pour beaucoup de superstars, ça leur dérangerait pas de jouer avec un mec comme Giannis Antetokounmpo, tu vois. Après, Ouais, il faut arriver à faire le package, tu vois. C'est ce serait un move tellement Lakers, quoi.
Bah oui, c'est pas comme s'ils avaient fait un move comme ça il y a 6 mois, tu vois. Bah oui, moi voilà. Après, si tu fais venir Yanis, c'est t'as intérêt à gagner le titre cette année, quoi. Ouais, mais oui. Sauf une autre équipe qui peut peut-être faire quelque chose, qui peut peut-être faire un move, c'est les Spurs. Ouais, j'allais te proposer ça, les Spurs aussi, mais là, je regardais le contrat, là. 54 millions cette année, donc Yanis a 31 ans, il les a fêtés là ce week-end. Là. Ouais, 54 millions pour Yanis cette année, 58 l'année prochaine. En 2027-2028, il est à 62 millions, et si je dis pas de bêtises, c'est une player option. Ok, c'est un énorme contrat pour un énorme joueur. Donc, tu as parlé des Knicks, tu as parlé des Spurs, et les équipes, t'as rien sorti du chapeau, hein, c'est ce qu'on entend. Mais en fait, bah, on va pas faire un débat de 3 quarts d'heure dessus, mais qu'est-ce que quand t'es Milwaukee, qu'est-ce que tu veux récupérer derrière? Tu veux récupérer tu vois, des mecs comme Karl Anthony Towns, ou tu dis si on est d'accord pour que Yanis s'en aille, pardon, on décide de tout reconstruire et dans ces cas-là, en fait, on prend tous les pics de draft que vous avez jusqu'en 2047. Quelle mais c'est ça. construction tu veux pour ton équipe en fait avec le départ de Yanis? Quelles équipes ont aussi assez de joueurs jeunes, assez de joueurs en devenir et des tours de draft pour à sacrifier pour un mec de 31 ans, aussi fort soit-il, mais qui a quand même des blessures là de temps à autre et qui sont gênantes Ça et fait qui a trois un gros quatre ans compte. quand même, hein. Ouais, voilà. Donc en fait, tu vois la situation générale et le nuage est vraiment gros, il est dense. Et Mm. c'est pas quelque chose, et on sait très bien que c'est pas quelque chose qui est simple. Il va falloir déjà qu'il y ait une discussion. Alors, pour ironiser un petit peu, là, il va être absent pendant minimum 3-4 semaines. Il va avoir le temps de discuter, que ce soit avec ses proches ou avec la direction. Ils vont pouvoir faire des petites réunions, des petits calls Zoom, tu vois. Il va avoir l'occasion de Ouais. pouvoir réfléchir. Mais moi, tu vois, je continue à rester sur ma take. Mais après, on sait que la NBA, ils sont capables de tout. On l'a vu avec Doncic. Ouais, mais Là, en fait, si tu veux, je vois pas les Knicks bouger parce que mais euh, pourquoi les Knicks pour virer quoi? Ils vont mettre quoi dans le package? Ils vont mettre Towns, ils vont mettre quoi? non mais non Bridges? mais oui C'est mais pas. non bah de toute façon et le veto c'est Bridges Hart Mais est-ce que t'as vraiment un veto quand tu veux faire venir un mec comme Giannis Antetokounmpo? C'est ça la question, tu vois? oui je pense que oui parce que en fait le truc c'est que la fenêtre de tir elle va pas être énorme hein. Ah bah non. C'est cette année mais est-ce que tu vas trader autant pour Yanis et tu vas te bloquer avec 60 millions. Ah, c'est compliqué. Le contrat, il est dur, hein. Même si ça doit être un top 3 de la ligue. Ouais, ben après, il a ce contrat-là parce que le mec aussi, Oui, mais c'est un MVP, champion. Toi, c'est pas Laurie Markkanen, on en avait parlé, rappelle-toi, tu sais, le mec avec oui, un contrat à 50 patates et dans une équipe euh, voilà, hein, une équipe ouais, mais achetée. sauf que, Mais là, Yanis, il a prouvé. Je te dis pas que Markkanen n'a pas prouvé, mais on n'est pas sur les mêmes ouais, ranges. alors, Donc, il a passé, c'est normal. depuis qu'il a été champion, il s'est fait tout le temps sortir au premier tour parce qu'il était pas là. Oui, Parce mais tout qu'il n'est pas. joue, tout n'est pas de sa faute. Non, mais je suis d'accord. Mais, Et après, quelle volonté pour Yanis aussi, parce que on sait que c'est un gars qui a toujours voulu montrer sa fidélité à cette équipe des Bucks. Jusqu'à maintenant, il l'a toujours montré. Il a toujours été clean dans ses déclarations, dans tout ce qu'il a pu faire autour de cette franchise de Milwaukee, qui, on rappelle, n'est et, pas, et de loin, et, n'est pas un gros marché NBA, tu vois. et Milwaukee ne l'enverra pas n'importe où. Ouais, voilà, donc il va falloir déjà. Ou alors, excuse-moi, ou alors s'il Ouais. envoie n'importe où, je prends un exemple, aux Hmm. Nets, Ouais. il passe pour des goujats type Clippers, quoi, tu vois. Et faut le faire parce que les Clippers, ils mettent la barre haute, hein. Ouais, mais tu vois, ce serait à peu près pareil. Ah ouais. Donc, Ok. Bon, ça va être un sujet à surveiller, mais voilà, ça faisait partie des petites infos qu'on voulait aborder rapidement. Dernière petite info avant de faire le top flop, tu voulais aborder une équipe, Yannick. On va quand même faire un petit coucou positif à notre Français Maxime Reynaud.
Du côté Ouais, des Kings, c'est un peu, alors c'est l'éclosion, mais c'est surtout peut-être la seule éclaircie dans le marasme absolu que sont cette équipe des Sacramento Kings. Maxime ouais, Reynaud, là, avec l'absence de Sabonis qui a du temps de jeu, on savait qu'il oui. aurait du temps de jeu. On savait qu'il allait devoir profiter de... Ah si, quand même, Yannick. On savait qu'il allait devoir profiter de ces opportunités-là, mais je te laisse en parler. Ce qu'il nous propose depuis Alors, quelques matchs, là, c'est du sérieux. alors, en fait, Maxime Breno, pour ceux qui connaissent pas, c'est un joueur qui est parti à 18 ans pour aller étudier à Stanford. Et comme il était grand et qu'il était basketteur, il a été joué, enfin, il avait été recruté pour jouer au basket. Il avait un scholarship. Et lui, il a fait ses 4 ans parce qu'il y a été pour les études à la base. Et il a progressé et il a acquis du basket pour avoir des infos proches des équipes nationales. Il n'était pas prédestiné à cette carrière. Il n'était pas prédestiné à aller. Oui, il est grand, mais comme il y en a beaucoup. Et le gars, il a, à force de travail, et surtout, et c'est ça surtout que s'il y a des jeunes, il a travaillé son basket. Il a appris le métier de basketteur. C'est-à-dire que ceux qui vont à 19 ans pour se retrouver dans des situations pourries, ben lui, c'est pas son cas. Lui, il était déjà pro et dans la tête, il est câblé. Stanford, c'est une des universités les plus cotées en termes de cursus scolaire. Donc, lui, il a vraiment fait les deux. Il n'avait pas un diplôme de poterie, quoi, tu vois. Ouais, voilà, Donc, faut bien faire la part des choses. C'est-à-dire que c'est, comme tu le dis, c'est vraiment une fac qui est vraiment, voilà, c'est du haut oui, niveau après, intellectuel. Non, mais c'est vrai, oui. tu vois, c'est Voilà. sur Mais le. après, il y en a d'autres, hein, tu vois. Mais genre, Oui. Duke, c'est au niveau intellectuel, mais le cursus basket, on sait que les gars, ils font un an et puis Hmm. ils ont des ateliers poterie, quoi, tu vois. Et c'est d'autres qui remplissent leur copie, tu vois, leurs examens. Donc voilà. Euh, mais lui, Maxime Reynaud, il a bossé et donc il se fait drafter. Il était annoncé fin de premier tour. Il a finalement été 42e, je crois, hein, Ouais, c'est ça. au deuxième tour par les Kings. Et Stanford, c'est San Francisco, c'est le même état, c'est pas très très loin. Il est dans un environnement où on pensait que ça allait être compliqué, il a dû se battre pour avoir un spot. Il est tout est contract et il y a une blessure sur son poste et le gars, au début, il jouait pas et puis bon, le coach l'essaye, il a pris sa chance et là, il fait 19 points contre Utah, 9 points contre Memphis, ça redescend, 25 contre Houston. Houston, et c'est du sérieux à l'intérieur. Et là, il était titulaire et il fait son premier double-double contre Miami, 12 points, 10 rebonds. Donc le gars, il apporte. C'est-à-dire qu'il a compris que, ok, je crois qu'il a été faire quelques petits passages en G-League au début de la G-League. Il est arrivé, hop, et il se montre utile à son équipe. Il a du plomb dans la tête. Il sait ce que c'est être professionnel. Donc voilà. Je pense que c'est même du côté de Sacramento, je suis pas sûr qu'on attendait autant de lui. Et du coup, il se montre productif. Et c'est juste un truc que moi je veux mettre en avant, c'est que les gars qui font des cursus NCAA complet, ils apprennent le métier. Ils n'arrivent pas en étant des gars qui ont été toujours des stars partout où ils sont passés. Et quand ils arrivent au bout du banc, ils sont pas frustrés parce que ils ont pas leur chance. Parce que le problème de la NBA, c'est que il faut respecter la hiérarchie. Il y a des hiérarchies dans les vestiaires, sur le terrain. Et même t'as beau être le meilleur du monde, t'es obligé d'attendre. Si t'as une superstar sur ton poste, tu joues les miettes, voire tu joues pas du tout. Et si t'es pas au bon endroit au bon moment. Et lui, il a prouvé que en étant patient, en faisant ce qu'il faut, on peut avoir des minutes et être productif. Ouais, ouais, complètement d'accord. Je vais juste donner deux, trois chiffres, on pourra passer sur la suite après. Pour compléter ce que tu disais là sur les dernières perfs, là,
Il augmente vraiment le temps de jeu. Quand tu regardes sur le mois de novembre, il va tourner. Alors déjà, le temps de jeu avait augmenté. Hein. C'était très fluctuant. Des fois, tu avais du 5, 8 minutes. Parfois, ça montait à 14, voire 21 minutes. Mais là, sur les 4 derniers matchs, il est à minimum 22 minutes, voire 32 minutes contre Houston. Tu l'as dit, 19 points, 25 points, tout ça, avec des pourcentages très propres à chaque fois. Le 19 points, il termine à 7 sur 11 et 1 sur 2 à 3 points, 4 sur 5 au lancer. C'est important de mettre ses lancers quand tu es aussi un grand en NBA. Dans le match contre Houston, 25 points en 32 minutes, il est à 10 sur 15 au shoot. Franchement, c'est très propre. Il est à 2 sur 2 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc. Il prend 6 rebonds, il fait 3 passes, il fait un bloc, une interception, une seule perte de balle. C'est un match qui est vraiment magnifique de la part de Reno. Alors, c'est dans des défaites. Bon, c'est les Kings, excepté là contre Miami, où ils vont prendre la victoire à Miami 127 à 111, mais excepté ce fait-là, c'est dans des défaites. Mais bon, ça après, on va pas lui en vouloir parce que cette équipe des Kings, c'est complicado. Mais on disait ça en off, Yannick, c'est peut-être un des Français, voire le meilleur Français à l'heure actuelle de ce qu'on voit. Alors peut-être sur une palette un peu courte, certes, mais c'est vraiment extrêmement intéressant ce qu'il propose. Ouais, tout à fait. Et tant qu'on parle des Français, Tidjane Salin montre de plus en plus de choses parce qu'il a un peu de temps de jeu aussi. Donc, tu vois, c'est compliqué pour les Français parce qu'ils arrivent dans des franchises souvent en difficulté. C'est dur de faire sa place et ils arrivent un peu jeunes, un peu tendres. Quand tu arrives c'est un peu compliqué, quoi. Donc, Ouais. donc voilà, tout le monde n'est pas Wemby, voire Rizaché, voire Koulibaly, ou Alexandre Sarr, Ouais. qui ont été vraiment des joueurs avant. Je parlais de Tidjane Salin, il a été en G-League encore en début de saison. C'est compliqué et pour lui à Charlotte. Hein. Et c'est pas le joueur, c'est la franchise qui est compliquée. Donc, Oui. c'est compliqué de faire sa place. Bon, voilà, on voulait faire ce petit coucou à Maxime et le féliciter pour ses dernières perfs qui sont vraiment sympas à suivre dans cette équipe des Kings où le projet est quand même bien moins fun. Alors pour un récap express, on est déjà à une demi-heure, donc on n'est pas très express aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. On va quand même rapidement parler d'une équipe que tu voulais aborder, Yaya, avant d'enchaîner sur notre petit débat de la semaine. Tu voulais parler de Cleveland, de cette équipe des Cavs là. Bon, je te laisse la main. Je vais pas faire d'introduction particulière, mais voilà, tu m'as dit juste avant l'émission, tiens, j'aimerais bien qu'on parle un peu des Cavs, donc vas-y, on pourrait en parler. Ouais, moi je voulais parler des Cavs parce que je sais pas où ils vont. J'arrive pas. Enfin, tu vois, autant l'année dernière ils caracolaient pour finir perdre en demi-finale de conf, mais là ils sont en 8e. C'est beaucoup plus compliqué cette année. Je sais pas où ils vont. La deuxième année de Kenny Atkinson semble un peu plus compliquée. Ils sont à peine à l'équilibre. Ils sont à 11-8. 8e pour l'instant. Non, attends, ils sont pas 11-8. Hein. Ils sont à 14-11, Yannick. 14-11, pardon. Non, excuse-moi. Mais ils sont 8e. Voilà, ils sont 8e. C'est pour ça que je savais qu'il y avait ça. Oui, c'était ça. Et oui, c'est ça, 14-8. Et puis, mais ils gagnent pas les matchs qu'ils doivent gagner, tu vois, face aux Warriors qui n'avaient personne. Ouais. Mais qui avait, tu vois, et ils ont vu le chauffeur du bus, ils lui ont dit tiens, prends un maillot, quoi. Et moi, ça me pose question. Cette année 2, ils n'ont pas fait de gros changements. Ils ont toujours la même base. Mobley, Garland, Mitchell, Hunter. Enfin, je vois pas comment ils peuvent. Alors, peut-être un peu plus de cohésion, un peu plus. Maintenant, on sait comment ils jouent avec Kenny Atkinson. Donc, j'ai du mal à les lire. Alors déjà que de base, c'est une franchise que je regardais pas trop, mais là, je comprends pas comment ça se fait qu'ils soient descendus aussi bas. 8e de la conf. Alors après, il n'y a pas beaucoup d'écart, hein, tu vois. Ils sont à 5 matchs et demi de la tête. Mais le retard que tu prends là, il va falloir mettre des gros runs. Et ok, ils ont des joueurs. Moi, j'ai toujours un problème avec cette équipe. C'est-à-dire que c'est l'attraction arrière qui est vraiment compliquée. Et je suis toujours pas sûr qu'ils soient si complémentaires que ça, même si ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, Garland et Mitchell.
Formidable attaquant, hein, Donovan Mitchell, hein, mais pour gagner des matchs, je sais pas. Donc, Ouais, je regardais rapidement. et Vas-y. mine de rien, tu vois, c'est pas normal que une équipe comme Boston soit devant, alors que Boston, il leur manque pléthore de joueurs. Ouais, ouais, c'est clair. Après, là, je regardais un petit peu, ils ont quasiment à chaque fois perdu contre Boston, là, depuis le début de la saison régulière. Je vais aller vérifier la stat, mais je crois que c'est ça. Garland, il a joué que 9 matchs, hein, sur le début de saison, sur 25. Donc, c'est vrai que son absence pèse aussi. Donovan Mitchell, il est vraiment sur une grosse saison statistique individuelle. Il a 30,5 points, un des meilleurs marqueurs NBA, un tout petit peu plus de 5 passes. Mais c'est vrai que, ouais, la lecture des Cavs est pas folle et je regardais, ouais, c'est ça, tu perds récemment contre Boston. En début de saison, tu avais déjà perdu contre Boston. Ouais, Ouais. c'est ça. 105-125, c'était au mois d'octobre. Ouais, t'as perdu 3 fois contre Boston. T'as joué 3 fois Boston, t'as perdu les 3 fois. Tu t'es pris une belle branlée sur le premier match, tiens. Ouais. Mais bon, bref. Non, mais Je suis d'accord avec toi sur le côté aussi avec le coaching de Kenny Atkinson. On sait que c'est un super gars qui fait du bon taf, mais l'effectif a peu changé. Moi, tous les deux, c'est une équipe sur laquelle on n'a pas de vision long terme, mais en tout cas de projet et de vision positive. Pour l'instant, les playoffs ont toujours été dans notre sens, même si l'année dernière, il y a eu pas mal de blessures, donc on va leur mettre ça en crédit. Mais je vois pas les choses s'améliorer nécessairement beaucoup pour Cleveland, surtout que, en fait, regarde, rapidement, quand là, tu les mets huitième, tu dis le bilan, il est certes pas très loin des autres. Je suis d'accord avec toi, mais tu regardes les équipes. Boston, toi, qui est là, au moment où on tourne à 14-9, tout le monde les voyait très bas, ils sont beaucoup plus hauts que prévu, alors peut-être que ça va se ranger un petit peu. T'as des équipes comme Détroit, on en a parlé la semaine dernière, Yannick, dans le conseil de classe, bah, qui surperforment, en fait. Donc, ils vont peut-être pas rester avec ce bilan-là et premier de la conférence Est toute la saison. Mais en fait, quand tu as des équipes comme Détroit qui performent, Toronto, qu'on n'attendait pas, qui est troisième à l'heure actuelle, tu as des bases fortes comme New York, tu as Orlando qui arrive à revenir après un début de saison compliqué, tu as Miami Ouais. qui se débrouille bien, qui propose un des meilleurs jeux de la NBA depuis le début de la saison. Bah, tu vois, là, je t'ai déjà cité 4, 5, 6 équipes qui sont potentiellement meilleures que les Cavs. Donc, bah, en fait, de les retrouver huitième, bah, c'est pas si déconnant que ça, en fait, tu vois. Ouais, non, mais oui, mais ça devait être une des places, il devait Ouais. confirmer. Ouais, ça Tu fait partie vois, des déceptions. Quand tu es huitième, là, à un tiers de la saison, c'est pas suffisant, tu vois. depuis l'arrivée de Donovan Mitchell, ils étaient top 4 tout le temps. Et ils attendaient pas la fin de saison pour mettre en run. Mm. Donc Ouais. moi, je suis un peu. Après, à côté de ça, tu vois, t'as Donovan Mitchell. Je reprends toujours le match à Paris. Il va avoir un gars, il lui dit, bah regarde, tu vois, ce soir j'en mets 50, il en met 50. Oui, non, mais ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr qu'ils nous font pas le même Mais, saison que l'année dernière où ils avaient tout explosé, mais tu vois. regarde, les prochains matchs qui arrivent, Qu'est-ce que tu as pour les Wizards, Cavs? Hornets, Là, Bulls, ils ont un Hornets, gros break, hein. Pelicans. Ouais, Ils ont un gros break. Ils jouent quasiment pas de la semaine. Ils rejouent vendredi, je crois. Vendredi ou samedi. ouais. Donc, Vendredi, dans la nuit de vendredi. Ouais. ouais, donc, pardon, je t'ai Wizards, coupé dans les Hornets, matchs, mais Bulls, Hornets, Pelicans. ouais, là, c'est le calendrier et les cadeaux, quand même, là, quand même. Il faut y aller, tu Mais vois. ouais. Mais ils sont tellement sur courant alternatif que Ouais, c'est clair. Bon, donc on prendra peut-être plus le temps de parler de Cleveland dans un conseil de classe, pourquoi pas, ou dans un débat, mais voilà, exactement. tu voulais l'aborder, on a fait le point rapidement sur cette équipe des Cavs. On va faire notre débat, si tu veux, Yaya, dans cette émission. Ouais, Alors là, nous, quand on tourne, donc on est dimanche soir, mais quand le podcast va sortir, ce sera donc début de semaine prochaine, et donc on sera sur une semaine un petit peu particulière pour la NBA, balisée, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas une semaine autour de la ouais. NBA Cup et surtout autour, terminer les phases de groupe, tout ça machin. On arrive au match couperé, au match éliminatoire. Donc on a des quarts de finale qui auront lieu dans la nuit de mardi à mercredi et dans la nuit de mercredi à jeudi, 2 matchs à chaque fois. Ouais. Les matchs qui se jouent encore, donc là sur les parquets, on va dire traditionnels, en tout cas dans les salles des têtes de série, et ensuite les demi-finales et la finale qui auront lieu du côté de Las Vegas, comme chaque année depuis 3 ans maintenant. Euh, Nous, en fait, le débat qu'on voulait avoir avec Yaya et qu'on voulait vous proposer dans cette émission-là, la question c'est la suivante. Troisième saison de la NBA Cup, faut-il déjà changer le format du tournoi? La question est posée comme ça, on va prendre quelques minutes pour en discuter ensemble.
on en avait déjà parlé, Yaya, dans les différentes émissions, si vous nous écoutez depuis déjà maintenant quelques saisons. On n'a jamais été des grands adeptes de ce qui s'appelait avant le in-season. Non, ils appelaient, comment ils l'ont appelé au début? C'était pas la NBA Cup. Le in-season tournament, non, c'était ça, ouais. Ouais, Ils l'ont appelé comme ça la première saison. L'IST. Oui, bah, oui, ils ont vite changé. Donc oui, c'était ça, le in-season tournament. Je voulais pas me planter avec le play-in. Bon, bref. Après, ils ont changé en NBA Cup. Oui, après le Fly Heavyweights, les ouais, Emirates bon, Cup, bref, ouais, voilà, la com, tu vois. Mais bon, au-delà du naming, tout ça, on n'a jamais été des grands fervents de tout ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Là, tu vois, là, moi, alors, je vais te dire pour me lancer et après surtout te lancer toi, Yannick, quand j'ai préparé un petit peu cette question-là, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même aller me renseigner un peu sur la construction de ce format-là, de la NBA Cup, machin. Et là, tu vois, donc, j'ai pris évidemment les quarts de finale qui allaient avoir lieu, là, donc, cette semaine. Alors, tu vois, donc, le déroulé, donc là, les quarts de finale, en fait, tu as 6 vainqueurs dans chaque groupe. Bon, bah, ça, ok, d'accord. Et tu as une wild card par conférence. Et cette wild card, c'est en fait parmi les meilleurs deuxièmes de chaque groupe. Donc déjà, tu vois, alors peut-être que c'est un manque d'information et de curiosité de ma part et je m'en excuse, mais j'étais même pas au courant, tu vois. Donc déjà, en fait, dans le fonctionnement général, c'est un peu chelou. Et alors après, le truc, moi, je ne savais pas du tout. Encore une fois, c'est peut-être un manque d'information de ma part, mais sur la partie élimination directe, donc t'as un MVP du final, bon, bah, ça à la limite, d'accord. Mais alors, ce que j'ai découvert là en bossant sur le truc ce matin, c'est qu'en gros, tu as, alors comment ils ont appelé ça? Bah, t'as une All Tournament Team. T'as un 5 du tournoi. Je ne savais même pas, moi perso, qu'il y avait un 5 du tournoi depuis la première édition qui a eu lieu en 2023-2024. Donc en fait, tout ça pour vous dire que le fait de ne pas avoir ces infos-là, c'est peut-être une erreur de ma part, un manque de taf ou de ce que vous voulez, mais c'est aussi parce que du coup, ça montre aussi le désintérêt et le manque de force de ce format. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, moi il y a plusieurs choses. Alors, je vais commencer par le point positif. Moi, je trouve que ce tournoi a permis de révéler une équipe qui a mis un run et qui derrière c'était Indiana. Je sais pas si tu te souviens, mais la première Bah saison, oui. ils vont jusqu'en Ils vont en finale. finale contre les Lakers. Ouais, et ils perdent contre les Lakers, certes, mais après ça reste les Pacers quand même. on va pas gagner des finales quand même. Ça se saurait mais à côté de ça, tu vois, ça a permis de créer une dynamique. Cette première saison, tu vois, c'était hypant, c'était voilà. Maintenant, je vois pas l'intérêt en fait. C'est juste pour que les gars qui sont gagnent de la thune. Alors ok pour les two-way contracts qui gagnent $100,000, ça peut être intéressant. Tu as $500,000 par joueur vainqueur du tournoi. Ouais, voilà. Alors $500,000. Ok. Un LeBron James, je pense que, ou même un Yanis dont on a parlé du contrat, je pense que c'est pas ça qui le fait lever la nuit. Tu vois, c'est le fait de lever un trophée. Mais moi, si tu veux, j'ai l'impression que c'est la coupe de la ligue en football chez nous, quoi. Ça veut dire que c'est le truc. Ah ouais, c'est ça. En fait, les gars, ils regardent et ils savent que c'est la coupe parce qu'il y a le parquet qui est dégueulasse. Il va falloir vraiment qu'on en parle un jour. Ces parquets, ils sont. Mais déjà, les joueurs se sont plaints. Regarde, le dernier match du phase de groupe des Lakers ne s'est pas joué sur le parquet de la Cup parce que Doncic. Alors, ils ont expliqué les Lakers que c'était pour des raisons infrastructure, machin, tout ça. Bon, d'accord, c'est pipeau. Lucas s'était plaint le match d'avant que le terrain glissait beaucoup et que c'était dangereux. Donc, la NBA a voulu en fait montrer une identité visuelle différente pour bien séparer le côté c'est un match de saison régulière et c'est un match de cup, mais en même temps déjà c'est faux parce que ces matchs-là de groupe comptent dans même les matchs éliminatoires, sauf la finale, comptent dans le ratio victoire-défaite de la saison régulière. Donc t'essayes de mettre une identité visuelle et de faire une démarcation entre la saison régulière et ce tournoi-là que tu as implanté, mais en même temps, c'est intégré au sein de la saison régulière, ça compte dans la saison régulière. En fait, c'est la fausse bonne idée par excellence, tu vois. Mais ça donne un côté...
ça donne un côté sympa au dernier match de groupe, en fait, savoir si tu vas te qualifier ou pas. Ça, ok, le match couperé, tu vois. Ouais. Et là, du coup, à part ça, moi, je vois pas ce qui est fun là-dedans, tu vois. À la limite, il y aurait un vrai enjeu sportif, parce que financier, nous, en tant que spectateurs, on s'en fout, en fait. Bah oui, oui. Mais qu'est-ce que tu peux alors, apporter comme enjeu sportif qui ne soit pas trop impactant non plus? Parce que, tu vois, genre, si je reprends ton exemple, mais ça marche pas avec la NBA, c'est que le problème, tu reprends ton exemple de Coupe de France, Coupe de la Ligue, machin. Si je dis pas de bêtises en foot, ça t'a apporté une place européenne, je crois, pour la saison ouais. d'après. Je crois que c'était ça. Bon, en NBA, tu peux pas, c'est une ligue fermée. Mais quel avantage sportif tu peux trouver sans que ce soit trop impactant par rapport à une saison régulière qui fait 82 matchs par rapport à un tournoi qui en fait que quelques-uns, tu vois. Tu veux le faire jouer? Bah, moi, tu donnes un vrai avantage, mais alors, tu vois, c'est en discutant. Premier tour, quel que soit ton seed, premier tour de playoff, quel que soit ton seed, tu reçois. Tu as l'avantage du terrain. Ah, mais donc ça veut dire que si par exemple tu termines donc alors si tu termines dans le play-in donc faux huitième et que tu affrontes le premier mais que tu as gagné la cup, tu vas quand même Ouais. tu vois par exemple là t'es le Thunder, t'es premier, tu vas faire un Ouais. bilan historique, tu vas peut-être passer les records des Warriors et des Bulls et si tu tombes contre le faux huitième de la conférence Ouest qui a gagné la cup, si je prends ton exemple, c'est un peu tordu mais c'est pour que vous ayez l'idée. Ouais. Alors que t'es le Thunder et que t'as fait une saison incroyable, tu vas quand même devoir te coltiner le premier tour à l'extérieur. Bah, ouais. Bah, Même si je pense que pour cette équipe-là, c'est pas un problème de jouer à l'extérieur, tu vois. Mais pour on le est principe. d'accord. Mais en revanche, tu vois, je sais pas moi, t'es quatrième, enfin, t'es Ouais. cinquième, ça peut être sympa, tu vois. Donc, ça veut dire que les équipes, elles vont jouer le jeu et c'est un avantage qui est tellement important. Tellement important. Tu penses Donc, encore aujourd'hui, moi je suis de plus en plus dubitatif sur ce. On le voit de plus en plus dans les playoffs, l'avantage du parquet est de moins en moins quand même significatif. Peut-être sur les matchs couperés, tu vois, mais dans une globalité de série, je trouve pas, perso. Tu vois. De moins en moins. bah, moi, je pense que si, quand même. Ok. Ok. Mais bon, Mais, donc toi, c'est ce genre d'avantage-là que tu vois. Pour revenir sur la cup, c'est quand même le sujet. ouais, ouais. Bah, après, sinon, mais il y a aucun intérêt. Tu vois, en fait, l'avantage, le truc le sel dans les matchs couperés, Hmm. parce qu'en fait, pourquoi ils ont fait ça, c'est parce que en NCAA, la March Madness, elle bat toutes les audiences. Mais tu Merci. regardes pourquoi? Parce que si tu sais que t'es dehors C'est ça. et C'est win or derrière, go home. il y a un seul titre. Donc Mais je, là, si tu veux, ils ont voulu faire un truc à l'européenne avec une coupe en se disant, ouais, on va faire un truc. Bah, non. C'est un En format. fait, Ouais, en fait, t'as voulu te faire un format hybride, mais qui fonctionne pas, tu vois. ouais, mais avec une saison régulière, non. En fait, la Champions League, t'as un aller-retour, c'est ça qui est sympa. Ou alors, dans ce cas-là, tu refais complètement la Cup. Les deux vainqueurs enfin, faut trouver un moyen pour faire en sorte que il y ait des avantages. Et après, tu fais élimination directe, tu fais des matchs à élimination directe qui rentrent pas dans le calcul de la Ouais. saison régulière à élimination directe. Parce que, Et en voilà. plus, Après, je réfléchis. parce que ça, à mon avis, je pense que, excuse-moi, Chris, Non, non. je pense que ça, il le prépare pour quand tu auras 32 équipes, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir une expansion. Oui. Et là, tu pourras faire match à élimination directe jusqu'au bout. Ça, voilà. Alors, c'est les deux. Alors, ce point-là, je te remercie. On en avait déjà parlé. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, tu peux pas. Mais en fait, si tu reformules ta NBA Cup en oubliant cette phase de groupe qui ne sert à rien, qui n'a aucun intérêt, qui est mélangée à la saison régulière, on capte rien. Tu banalises. Je sais pas comment tu fais. Après, c'est pas Adam Silver. Il faut qu'il bosse là-dessus et tous les boards, ils ont assez payé pour faire ça. En fait, tu n'intègres plus ça dans la saison régulière et tu fais une March Madness NBA Cup, tu l'appelles comme tu veux, et dès le premier tour, tu fais un tirage au sort, tu sais. euh, Ouais.
moi, c'est un truc que j'aime bien, alors que j'aimais bien regarder avant, quand je suivais un peu plus le foot, les tirages au sort. Je trouvais toujours ça cool. Tu vois, là, il y a eu le tirage au sort de la Coupe du Monde pour le foot, machin, en 2026. Ouais. C'est un autre sujet. Mais moi, j'aime bien les tirages au sort. Et tu te dis, ok, tiens, putain, le Thunder, il va affronter, premier tour, Thunder Lakers. Match élimination directe, tout de suite tu te dis voilà, et il est tombé dans quel chapeau, dans ce chapeau-là, donc en fait il a un quart de tableau qui est plutôt favorable, comme à Roland-Garros, comme au tennis, tu vois, où tu regardes en fait Ouais, sur qui tu peux tomber après. Ça, moi, si dès le premier match t'as le côté couperé et que dès le premier match t'as de l'enjeu pour le côté, parce que les joueurs, même au-delà de l'aspect financier, je pense que ce qui leur plaît aussi dans le match couperé, qu'ils n'ont pas vraiment en play-off, sauf match 5, etc., match 7, mais ouais. match 7, pardon, ouais. Match 5, c'était à l'époque. Match 7, ils connaissent pas cette culture vraiment du côté un match et je te coupe la Ouais. tête. Tu vois? Ils l'ont connu en NCAA avec la March Madness. Voilà. Tous ne l'ont pas fait. Moi, j'ai compté. Là, en fait, si par exemple, il y avait 32 équipes, d'accord, ça ferait 5 matchs à gagner. Ouais, mais c'est pas non plus. Tu vois. Mais, Ouais, mais tu fais une semaine avec une équipe qui gagne 5 matchs. ouais, voilà, comme la March Mais Madness, alors peut-être moins long, mais toi, la March Madness, quand ça commence, t'as que ça. C'est un truc qui, en plus, l'un des intérêts de la Cup, on l'a pas dit en introduction, mais c'est aussi de redonner du mood et de la bonne, ouais, du dynamisme dans une période NBA un petit peu plus creuse. On sait que là, bientôt, il y a les playoffs NFL qui vont arriver, donc qui vont prendre aussi beaucoup d'impact, beaucoup d'audience. Quand on voit la March Madness, tu l'as dit très bien, qui prend des proportions énormes, et on sait, bon, après, le sport universitaire, c'est fort aux États-Unis, mais si tu banalises une période de match à élimination comme ça, je pense que c'est un format qui peut davantage marcher que là, ce format hybride qui sert pas à grand chose et qui n'a que pour seul intérêt les matchs là qu'on aura à partir des quarts de finale. Faut-il encore y trouver de l'intérêt? Mais c'est déjà un peu plus attractif. Tu vois. mais tu vois, c'est toujours pareil. Les gars, pour ils veuillent la jouer, il faut un vrai enjeu. Il y a pas, Oui, en fait, ça, c'est oui, et oui, le oui. problème, c'est que en ligue fermée, il y a quoi comme enjeu? Ah, t'as pas la Ben, descente, t'as pas les trucs, tu vois. C'est clair, tu vois, c'est et c'est clair. pareil, tu vois, ton équipe de cœur qui met un fanion au plafond, Oui, bon, bien sûr, on s'en fout, on s'en fout. T'es les ouais, Clippers, t'es les Clippers, tu vas peut-être le mettre, tu vois. T'es oui, les Lakers, t'es les Celtics, t'es le Heat, tu mets pas, tu t'en fous, tu vois. ouais, complètement. Et ça, en fait, le truc, tu vois, c'est ça qui, enfin, 2 trophées dans la saison, mais pourquoi en fait? Ouais. Donc, si tu mets cette cup, effectivement, je vois l'esprit, mais la façon de faire en fait, c'est pour éviter que ça ronronne en début de saison, parce qu'on sait très bien Oui, que mais ça ronronne là, quand même, Yannick, tu vois. bah oui, mais je sais, mais c'est ce que je dis. Et en fait, le truc, c'est que quand est-ce que ça va partir? En fait, je pense que mettre un spot en playoff sur un truc sur les playoffs, ça peut redonner du pic et du sel, et là se dire ah ouais quand même. Tu vois par exemple les Bucks l'année dernière qui gagnent la NBA Cup, Ouais. bah en fait ça donnait quoi? Rien. Ils sont votés au premier tour après. Ils auraient eu l'avantage du terrain. Ils auraient eu l'avantage du terrain contre Indiana. Ça aurait peut-être tout changé. Ouais, oui, après la dynamique, parce que tu vois, le final de la Cup, c'est quoi? C'est le 13 décembre. Donc, tu vois, la dynamique que tu peux avoir le 13 décembre parce que tu as gagné la Cup et t'es dans un bon truc. Bon, bah après, quand tu arrives au mois d'avril, tu as quand même eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais Oui. je pense qu'il y a quand même des trucs à revoir sur ce format-là. Et je pense qu'il y a quand même il y a quelque chose à creuser pour la NBA pour arriver à trouver un format qui nous permette de sortir un peu de nos ronronnements, comme on le disait depuis le début de cette émission, dans cette période un peu plus creuse. Mais là, pour l'instant, le format, il n'est pas bon, en fait. Bah, En fait, tu as l'impression que c'est un peu comme le All-Star Game, là, tu vois, où ça tâtonne, ça cherche. Alors, bon, le All-Star Game, il change tous les ans, ce qui n'est pas le cas de la Cup, vous me direz. Mais, tu vois, et ça pourrait être un sujet un jour autour d'Adam Silver. Il y a des choses très bien. Play-in, par exemple, il y a d'autres trucs, c'est légèrement plus discutable. Et là, à la Cup, on arrive à la 3e édition. Alors, on est encore jeune dans le projet, tu vois, mais on n'est plus à la première année.
moi, j'y vois toujours pas d'intérêt. Et franchement, tu vois, Et je en m'en fait, fous des matchs de groupe. Pour moi, c'est un match de saison régulière sur un parquet dégueulasse, tu vois. le truc, c'était pour éviter le load management, mais en fait, vu que les franchises, elles s'en foutent, Elles s'en foutent. bah, Et quand elles t'es, peuvent mettre. regarde, ah, vas-y, je te dirai après. Non, non, du coup, ça les dérange pas de mettre au repos leurs joueurs. Ouais. Ouais, Et, c'est ça, en fait. et, et, et à l'inverse, quand tu es une équipe qui veut tanker ou qui n'a rien dans la saison, bah en fait, quand tu es dès la phase de groupe, mais comme les matchs sont intégrés dans le bilan de ta saison régulière, tu vas pas aller te battre ou cravacher pour essayer de te dire tiens allez on s'en fout parce que cette année nous on vise la draft, mais à côté il y a si on peut aller récupérer la petite cup qui compte entre guillemets pour du beurre, ça va mettre un peu de tu sais ça peut être un petit défi dans la franchise entre les joueurs. Mais en fait, si les matchs de groupe ils comptent dans la saison régulière, mais que tu surperformes trop dans la phase de groupe et que tu vas loin en cup, et ben en fait dans ton bilan, alors que tu vas avoir un Ouais. bilan qui sera au-dessus on va dire, des attentes du board quand tu es une équipe qui vise bas. Donc même pour les équipes qui sont, on va dire, mauvaises et qui n'ont pas d'objectif en saison régulière, tu peux pas te permettre de dire tiens la cup ça va être la petite bulle d'oxygène parce qu'en fait finalement ça va plomber ton bilan que tu espères avoir le plus mauvais possible, même si on sait très bien que les joueurs ont pas cet objectif là, mais je vous parle d'un point de vue plus général, tu vois. Ouais, non, mais je vois l'idée. Je, moi, c'est vraiment une des innovations. En fait, le truc, c'est que la plupart des innovations, on essaye de réinventer des choses Hum. et ça marche pas, en fait. Tu peux me le dire, Non. tu peux me le mettre dans tous les sens, ça marche pas. Et, et Adam Silver, il teste alors tu as parlé du play-in. Moi, il y a des conséquences au play-in, mais moi, je suis quand même un peu dubitatif sur cette cup. Et tu parlais du All-Star Game, c'est pareil. Que ce soit la cup ou le All-Star Game, on n'arrive pas à relancer. Non mais Mais, voilà, c'est ça. mais en fait, ça viendra toujours de la même chose. Qui c'est qui est sur le terrain? C'est les joueurs. Tant que les joueurs ne reprendront pas les choses en main, Oui, t'auras beau bah, essayer toutes les le formules du monde. le All-Star Game, c'est la réunion des anciens du lycée de je sais pas quoi, tu vois, qui se voient et qui. Mais non, les gars, tu vois, il n'y a plus cette animosité entre les joueurs à vouloir absolument battre l'autre. Oui, mais peut-être parce que le format, il s'est usé petit à petit. Tu sais, c'est comme dans un vieux couple, ça s'use petit à petit. Tu recherches des Non. nouvelles idées, tu essayes de Oui, parce remettre que un peu de piment, mais ça marche plus parce que le sel est cassé. Et, et oui, ok, la motivation des joueurs, elle est, je suis d'accord avec toi. Là ouais, maintenant, depuis mais quelques là, années, c'est catastrophique. Mais je pense que et c'est en Chris, fait petit à Chris, petit où l'évolution de la mentalité des mecs, ils ont plus envie de se oui, donner autant et ils ont peut-être plus cet amour là de East Conference ou West Conference machin. Ben, en fait, ouais, c'est relou pour nous en tant que public, mais qu'est-ce qu'ils bah, vont aller se casser le cul, excusez-moi l'expression, alors que en fait les identités de maillots de franchise aujourd'hui sont quand même beaucoup moins marquées qu'à une époque. Je termine là-dessus. On parlait ah tout oui, à l'heure de Yanis qui veut rester un Bucks ou en tout cas qui a toujours montré sa loyauté aux Bucks. Mais en fait, c'est un des derniers Mohicans dans cette logique-là de vouloir rester dans une franchise, dans une carrière. il y en a un qui Aujourd'hui, voulait, il y en a un qui voulait rester faire toute sa carrière à oui, Dallas, non mais on l'a d'accord. dégagé, tu vois. Non, Oui, non, non mais mais bon, ok. euh, c'est un des facteurs pourquoi les mecs qui passent d'une conférence à Mais l'autre. oui, Et en fait, mais c'est toujours le même truc, tu vois. Quand tu rentres sur un terrain, tu veux toujours battre l'adversaire. Là, maintenant, c'est devenu n'importe quoi, tu vois. C'est ah des ben oui, non concours mais c'est des concours, c'est des concours de dunk déguisés, et machin. Dès le tip-off, quoi. C'est pas possible. Et dans le dernier quart-temps, il y a personne qui prend la balle en disant maintenant on va gagner, tu vois. Avant, celui qui il disait c'est la fin de la récré, c'était Kobe. oui, oui, bien sûr. Bon là, Et, ils vont et encore lui, essayer il un autre arrivait. format là. Non, mais aujourd'hui, quel joueur sur le terrain est capable de dire ok, maintenant on va gagner, les gars. Mon équipe, venez, on va gagner. Il y en a plus tant que ça.
tu pourrais avoir, tu vois, techniquement, alors pas encore là aujourd'hui. Bon, là, on s'est un peu écarté du débat, mais on va terminer. Mais un mec comme Victor Wembanyama, par exemple, tu vois, je pense que plus tard, pas aujourd'hui, quand il aura, tu vois, peut-être en ayant des titres de champion, une légitimité accrue, tout ça, ça pourrait être un mec qui, on l'a vu quand il est allé au All-Star, il n'était pas là pour la déconne. Alors après, voilà, c'est comme ça, mais il a dû se plier au mood. Mais ou tu vois, même des gars comme Anthony Edwards, alors il manque d'immaturité sur certains trucs, mais c'est un putain de challenger, Anthony Edwards. Tu Ah vois, oui. rappelle-toi le docu qu'on a vu sur Netflix là, avec Team USA machin, où le Oui. mec devant Barack Obama, devant LeBron et devant KD, il dit que c'est le meilleur de tous. Tu vois. Donc après, voilà, on aime ou on n'aime pas ce genre de déclat, mais le mec, c'est un putain de hargneux et c'est un mec qui veut tout le temps gagner. Donc, ce genre de mec-là pourrait, pourquoi pas, mais bon, en tout cas, ils le font pas, ou ils peuvent pas le faire, ou ils ont pas encore les épaules suffisamment larges ou la crédibilité pour le faire. Mais bon, en tout cas, on est d'accord là sur cette question-là, sur ce débat, que pour l'instant, la Cup, ça prend toujours pas et qu'il faudrait va falloir un changement de façon de faire pour essayer d'y trouver de l'intérêt, tu vois. Pour moi, le seul truc, c'est les joueurs qui doivent s'approprier le truc. Ok. Voilà. Bon, voilà pour ce débat. Vous avez votre avis, évidemment, je pense, sur tout ça. Là, dans cette semaine un petit peu balisée avec les quarts de finale, la demi-finale et la finale qui auront lieu un petit peu plus tard. Dans la finale, c'est le 16 décembre. Je vous ai dit le 13, je me suis trompé. C'est le 16 décembre. Et donc, demi-finale et finale du côté de Las Vegas, pareil. Hein. Les matchs à Las Vegas, au niveau audience et au niveau ambiance, on repassera. Hein. Pas non plus la panacée. Hein. Bah, c'est pas fou, tu vois. Bah ouais, C'est pas fou, tu vois, c'est pas fou. C'est comme ça. On Ouais. peut peut-être faire en sorte que du côté de Las Vegas, l'implantation de la franchise soit pas pour tout de suite. Ouais. Ben, je pense, oui, ouais, c'est vrai que. Pourtant, avec le hockey, il y a du monde. Ouais, mais bon. Bah, je sais pas. Toi, bon, là, on sort un peu du truc, mais t'as une franchise en NFL du côté de Vegas. Ouais. Qui a Bah, été relocalisé, c'est les Raiders. ouais, Mais les voilà. Raiders, Ouais, mais voilà. ils ont une forte identité, mais ils perdent tellement que. Ouais, mais toi, l'ambiance dans c'est pas la folie, tu vois. Non. C'est un public de touristes, on va dire. Je caricature un peu, mais. Un peu, mais alors que tu vois, du côté de Auckland, quand ils étaient à Auckland, c'était des fous Ouais. furieux, quoi. Ouais, bah on connaît hein, Auckland, bah tout ça c'est la région San Francisco, c'est les Warriors pour le basket, en tout cas pour revenir sur le basket. Mais bon bref, voilà pour ce petit débat. On va rapidement terminer tiens avec notre petit agenda de la semaine, les petits matchs à suivre. Moi je vais pas faire très long et de toute façon bah je vais juste redonner les affiches en fait de cette NBA Cup avec des matchs quand même qui sont intéressants. Dans la nuit de mardi à mercredi, vous avez deux matchs. Il y a un Miami Orlando, un derby de Floride qui est plutôt cool à minuit, et un New York à Toronto à 2h30, donc deux affiches de l'Est qui sont franchement sympas à suivre, cup ou pas cup, mais peut-être encore un peu plus avec ce côté match couperé. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, Phoenix qui se rend à OKC. On va voir si le Thunder joue à fond la carte de continuer sa série là. Et les Spurs, peut-être Victor Wembanyama de retour, on verra, en déplacement aux Lakers pour un match qui aura lieu à 4h. Donc franchement, les 4 matchs sont vraiment cool avec 8 équipes qui nous proposent du beau basket depuis le début de la saison. Ouais. Et franchement, ces 4 matchs, voilà, moi c'est les 4 matchs que je vais vous proposer pour cette semaine. Ouais, ouais. Ça s'entend. Moi, ce serait plutôt un Suns Wolves. Les Suns qui sont plutôt sympas à voir cette année. Et puis les Wolves qui vont aux Warriors. Ok. Bah, il n'y a pas beaucoup de matchs cette semaine dû à la Cup. Et mais voilà, c'est les matchs qui ont attiré mon attention. Les Warriors avec tous leurs blessés, bon, on va voir ce que ça va donner. Et puis les Wolves qui doivent remonter petit à petit. Quand même. Oui, il y a des choses à voir. Bah, on en avait parlé la semaine dernière, de toute façon, dans le conseil de classe du sujet des Wolves. Il y a toujours des trucs à voir. Je vous conseille, tiens, si vous avez, alors le match aura été, c'était il y a quelques jours, mais le Clippers Wolves, sympa si vous avez l'occasion, si vous voulez voir un petit peu une fin de match un peu thriller, un peu sympa. C'était ce week-end là, le week-end dernier, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, ouais. Si vous voulez suivre ça, si vous voulez vous rattraper ça, un petit replay, un petit all possession de 40 minutes, ça mange pas de pain et c'était plutôt sympa à aller voir. On a fait notre petit tour Yaya de la semaine et du podcast.
Exactement. Prêt pour une nouvelle semaine. Et puis, on parlera de Cup, je pense, ou pas d'ailleurs. Mais ouais, c'était bien cool. Et puis, prêt pour une nouvelle semaine. Et puis, on va réfléchir sur un débat, Ben oui. un peu plus enflammé. Oui, ben voilà, c'est le mois de décembre, tout ça. C'est vrai que après là, voilà, l'actualité va être autour de la Cup cette semaine, en tout cas pour vous qui nous écoutez là. Donc c'était aussi Ouais. l'occasion d'en parler. On en reparlera certainement pas dans le reste de la saison. Donc il fallait bien qu'on l'aborde là. Comme quand ce sera la Ouais. période du All-Star Game, Yaya, on fera notre petite émission sur le All-Star Game. On sortira les couteaux aiguisés et on n'en Mais non, reparlera plus, tu vois. et tu vas arriver avec moi, tu sais, comme dans les vieux dans le Muppet Show, quoi. C'est ça. Comment on appelle ça dans l'été, dans le journalisme? C'est pas les marronniers, tu sais, où tu as Ah, toujours si, les si, trucs qui si, reviennent, si, c'est ça, les chaque année, marronniers, là. oui. Voilà. Oui, Donc, oui, on tout à fait, commence les à devenir un marronniers. peu des vieux journalistes à sortir nos marronniers, la Cup, le Ouais. All-Star Game, les trucs comme ça. Tu vois, mais bon. Bah, et ça fait le taf, hein, toujours. Hein, mais voilà. Ben, Mais bon, après, voilà, ça fait partie de la saison régulière NBA. Il n'y a pas que du positif tout le temps, mais bon, ça fait parler. bah, Et en bah, tout cas, voilà, sur 82 matchs, faut trouver des choses, quoi, tu vois. c'est ce qu'on disait tout à l'heure en Ouais. intro. Et moi, je salue Mais, tous ceux qui nous proposent du contenu tous les jours. Nous, on fait de façon hebdomadaire notre podcast, mais on a des médias francophones là qui font du boulot tous les jours, du ouais. très bon boulot. On les salue. Et franchement, respect parce que c'est un vrai taf et il faut toujours souligner ça parce que c'est pas acquis et ça demande vraiment tous les jours de se remettre en question et de travailler, de regarder les matchs évidemment et d'arriver avec de la matière. Donc petit big up à eux évidemment, ils se reconnaîtront. Exactement, on pense à eux. Exactement. Bon, merci Yaya en tout cas, merci surtout à vous Merci, Chris. de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Évidemment, il y aura la chronique d'Eliott que vous attendez. Ce sera déjà le cinquième épisode. Non, quatrième épisode. Quatrième. Quatrième épisode. Je suis allé trop vite en besogne. Donc voilà, très bonne semaine basket, très bonne semaine de NBA Cup ou pas. Vous faites bien ce que vous voulez. Et en tout cas, nous on se retrouve très vite. Allez, ciao. Ciao.